et bienvenue pour ce nouveau numéro du Journal des Biotech. Dans notre point d'actu, on fera le point bien sûr avec Frédéric Gomez, analyste biotech chez Pharmium Securities sur les dossiers chauds du moment, et l'entretien est quant à lui consacré à Pascal Prigent, directeur général de Genfit. Le Journal des Biotech, c'est parti. Et je reçois pour notre point d'actualité en pleine forme de retour de vacances Frédéric Gomez, analyste spécialiste biotech chez Pharmium Securities. Bonjour Frédéric. Bonjour Laurent. On a eu du mal à choisir Frédéric dans ce point d'actu, tout ce qu'on allait traiter, tellement l'actualité est dense et riche, mais forcément il y a des dossiers auprès desquels on ne peut pas passer à côté. On va bien sûr continuer et peut-être terminer en tout cas pour un épisode notre feuilleton. On va commencer par Valneva et là en tout cas il y a un chapitre qui se ferme clairement sur le Covid, après avoir beaucoup relancé l'attention au cours des derniers mois. Cette fois-ci, c'est fin de partie, on peut le dire. C'est fin de partie, c'est coup de sifflet final. Ouais. Alors, on le sentait venir parce qu'il y avait quand même eu des difficultés pour sécuriser des volumes avec l'Union européenne. Donc, il y avait des warnings qui avaient été mis par la société en disant si les volumes n'étaient pas suffisants, on arrêtera tout. Ouais. Et puis là, le coup de grâce, il l'ont annoncé il y a quelques jours, puisque le partenariat avec le producteur allemand, c'est ça, voilà, qui fait le principe actif du vaccin, qui était impliqué dans le manufacturing. Ouais. Voilà, ils ont purement et simplement arrêté la collaboration. Ils ont dit qu'ils ont du stock et ils ne feront pas de nouvelles productions. Au final, ça leur coûte un peu d'argent, parce qu'il y a quand même 40 millions d'euros qu'ils vont devoir donner à la société. Mais là, c'est vraiment la fin du rêve, la fin du rêve Covid. Ça, c'est clair. Est-ce que c'est pas... Alors, ça fait mal, parce que le titre, il a baissé et tout, il y a ces 40 millions. Est-ce que c'est pas, j'ose le mot, un mal pour un bien, pour le plus long terme, pour le Valneva peut-être? Alors, le titre est corrigé naturellement, puisqu'il y a eu des attentes liées à cette thématique et que, comme ça s'est paralysé, donc la correction elle est normale. Après, on l'avait quand même dit à maintes reprises dans le JDB, l'histoire de Valneva, c'est pas uniquement le Covid, il y a d'autres actifs intéressants qui peuvent légitimer un upside sur la valorisation actuelle. Et surtout, il y aura quand même un gros news flow dans les 2-3 prochaines années, tant sur le plan clinique que réglementaire. Donc, il y a des moyens il y a des beaux moyens de rebond pour la société. Mais définitivement, le Covid, c'est mort. Bon, c'est mort pour Valneva, mais pour le Covid, mais on le voit, il y a encore plein d'autres choses, notamment Lyme. Autre feuilleton à succès, autre feuilleton à rebondissement, DBV avec, là, ça fait un peu mauvaise blague, de nouveau, une étude suspendue par la FDA pour des problèmes d'adhérence de patch. Et là, on se dit, mais l'histoire bégaye ou quoi? Alors, c'est vrai que c'est un peu les montagnes russes. Sur le côté, c'est vraiment des ascenseurs émotionnels. La société avait communiqué il y a quelques jours sur le fait que maintenant, c'est bon. Ils avaient réussi à trouver un terrain d'entente, un accord avec la FDA, donc tout était bon. Ils nous avaient décrit le design de l'étude vitesse, qui va donc être la nouvelle phase 3. Et puis là, c'est vrai qu'un peu patatras ce matin. Alors, ce qui est surprenant, c'est que moi, il y avait 3 choses qui m'avaient interpellé sur le communiqué de presse et puis le call où ils avaient présenté des slides. Le premier, c'était l'âge des patients qui allaient être recrutés, parce que là, on a à nouveau en fait un raccourcissement, en tout cas une fenêtre plus étroite, puisque ça va être uniquement chez les enfants de 4 à 7, et non plus 4 à 11 comme on avait au préalable. Donc là, ça veut dire que le potentiel de marché, il continue à diminuer et on le rabote de tous les côtés. La deuxième chose qui m'avait surpris, c'était la taille de l'échantillon, parce qu'on est quand même à 600 patients sur une randomisation 2 pour 1. Et pour rappel, généralement, la taille de l'échantillon, alors il y a des fois des considérations de safety, puisqu'il faut avoir un nombre minimum de patients exposés pendant 1 an, donc ça peut influencer. Mais aussi, un des grands paramètres, c'est qu'on va prendre des hypothèses statistiques d'efficacité. Et pour être sûr d'avoir suffisamment de puissance statistique, plus le delta entre l'actif et le comparateur est faible, et plus il faut une taille d'échantillon qui soit forte pour essayer d'avoir la stat. Donc là, le nombre de 600, je le trouve un peu élevé. Alors, on n'a pas les hypothèses sous-jacentes utilisées par des BV, mais ça peut éventuellement poser question. Et la troisième chose qui était intéressante dans la communication de DBV à l'époque, donc c'est encore frais, c'était cette notion de temps d'adhésion du patch. C'est-à-dire qu'idéalement, il faut que les gens aient 24 heures, mais il était mentionné dans leur communication qu'il fallait que ce soit minimum 12 heures. Et là, la FDA ce matin est un peu revenue dessus en disant qu'il faut qu'ils clarifient plein de choses. C'est vrai que l'enjeu autour de l'adhésion, c'est un serpent de mer. On sait très bien ce qui s'est passé dans l'étude précédente, qu'au réveil des enfants, les parents trouvaient des patchs détachés dans le lit. Donc la question, c'est qu'il risque d'y avoir une grande variabilité, puisqu'on ne sait pas si tous les jours, pendant 1 an, tous les enfants, le patch va vraiment tenir 24 heures. Voilà, le risque, qu'est-ce qui se passe si le patch reste en place que 15 heures, 16 heures ou 10 heures? Comment ça va être traité? Donc oui, il y a toujours ce serpent de mer sur l'adhésion.
Et là, est-ce que DBV va être en capacité de répondre rapidement aux exigences de la FDA? Première question. Parce que c'est ça, ça rouvre de nouveau une période d'examen, de discussion. Comment ça se passe? En tout cas, ils ne peuvent pas recruter le premier patient. C'est ça. Alors, ils avaient annoncé le premier patient au 4e trimestre, donc ils ont encore quelques semaines. Mais dans l'absolu, tant qu'ils ne sont pas capables de satisfaire aux exigences de la FDA, le recrutement est mis en pause. Bon, et ben encore une fois. Tout en sachant qu'il faudrait quand même qu'ils ne perdent pas trop de temps, parce que vu la durée de l'étude, on n'attend pas des datas avant 2025. Oui, et ça fait loin. Et ça fait très loin, ça veut dire une absence quand même de news flow et de la consommation de trésorerie. Et bon, voilà. C'est compliqué encore le dossier DBV. Dans l'actualité récente également, ce deal conclu par Genfit. On va recevoir Pascal Prigent en deuxième partie de l'émission. Un deal pour acquérir le Suisse Versantis, biotech spécialiste des pathologies du foie. Tiens, comme c'est bizarre. Non, mais alors là, ce qui est vraiment intéressant de cette histoire, c'est qu'on est vraiment sur la version 2.0, c'est-à-dire qu'on a un changement assez radical dans la stratégie d'entreprise. Le coup de génie, pour moi, ça a quand même été de céder l'actif stratégique et historique dont on connaît le passif dans la NASH à Ipsen et d'en récupérer quand même une belle somme d'argent. Oui. La société s'était engagée à reconstruire un pipeline et à utiliser cet argent. Pour rappel, il y avait eu 120 millions de prentes, plus 28 millions de prises de participation au capital avec l'émission d'actions nouvelles. Donc, ils avaient déjà annoncé un petit deal concomitamment avec l'opération Ipsen, avec Gena Science Pharma, mais c'était vraiment tout petit. Là, c'est quand même une belle acquisition. Alors, ils ont l'argent pour la faire, mais c'est quand même un pari osé, et il faudra que ce pari délivre dans le futur. Mais c'est vrai que là, on est passé d'un marché de masse dans la NASH, avec beaucoup de patients potentiellement, beaucoup de prescripteurs. Là, ils font l'acquisition d'un produit dans l'insuffisance hépatique sévère qui peut conduire à la mortalité, mais qui a déjà la définition de maladie orpheline. Il y a quelques jours, ils ont aussi eu la définition de maladie orpheline avec le produit qu'ils ont acquis là, de Gena Science Pharma. Donc on passe vraiment de gros marchés à d'indications de niche orpheline. Donc là encore, c'est un beau switch. Maintenant, il va falloir qu'ils exécutent. Ils ont encore potentiellement peut-être un peu d'argent pour faire un nouveau deal. Mais là, l'acquisition de la société suisse, c'est quand même potentiellement 3 nouvelles indications. Ouais. Donc, voilà, je crois que maintenant, l'équipe clinique et l'équipe réglementaire, ils ont du pain sur la planche. Ils peuvent être bien occupés. Ouais. Et on croise les doigts. La prochaine étape avec Versantis, c'est comme l'initiation d'une phase 2 sur 60 patients qui doit intervenir ce trimestre, au 4e. Donc voilà, ça va permettre de déclencher un peu des timings et on va suivre ça de près. Et on va poser nos questions à Pascal Prigent dans la deuxième partie de l'émission. On termine par l'isogène. Alors là, ce n'est pas l'actualité récente, c'est l'actualité à venir avec l'imminence des résultats de phase 2-3 avec l'IFSAF 302 dans la mucopolysaccharidose. Alors là, on attend, c'est imminent. Alors, il faut bien avoir à l'esprit que l'isogène est un peu pionnier dans cette étude. Donc, ils apprennent, c'est une étude qui n'était pas facile à mener. Voilà. Et sur une population qui est quand même qui est très difficile. Il y a déjà des données qui sont disponibles, puisque pour rappel, cette étude, il n'y a pas de bras comparateur. Donc, tous les patients ont été traités avec la thérapie hygiénique. Et il y a longtemps que le traitement a été administré aux patients et on savait aussi que le suivi, on connaissait la durée du suivi. Donc, il y a longtemps qu'on sait qu'il y a des infos qui ont filtré. La société a déjà communiqué sur les patients. Notamment lors d'un congrès médical sur la maladie précisément. Et quand on va sur le site de la société, on a l'évolution pour chaque patient, pour ces 19, on voit ce qui s'est passé au niveau du développement et s'il y a eu un effet ou pas. Alors la courbe, le graphe est un peu difficile à lire parce qu'il y a les datas sur les 19 patients et puis en plus ils ont rajouté les datas sur l'histoire naturelle de la maladie qui leur sert de comparateur. Alors le petit challenge sur la lecture de ces données, c'est que le critère primaire qui est utilisé dans l'étude est un quotient. Et en fait, il faut faire le calcul en divisant ce qu'on voit sur l'axe des ordonnées par l'axe des abscisses, puisque sur l'axe des abscisses, on a l'âge chronologique, et sur l'axe des ordonnées, on a l'âge de développement. Il y a une chose qui paraît claire, et la société a communiqué dessus, c'est qu'on se rend compte que plus on traite l'enfant tôt, par rapport à son âge, plus on observe un effet. Plus c'est efficace. Et à l'heure actuelle, on semble dégager un espèce de cut au niveau de 30 mois, c'est-à-dire que les enfants qui avaient moins de 30 mois ou proches de 30 mois quand ils ont été traités par la thérapie hygiénique, on voit une amélioration, et l'amélioration est nette. Donc on peut penser que le quotient, le fameux quotient, va s'améliorer. Après 30 mois Paradoxalement, parallèlement, quand les enfants ont été traités après qu'ils aient 40 mois, là,
Par contre, on semble pas avoir d'effet. Alors, le problème d'un point de vue statistique, parce que c'est vrai que c'est pas simple pour eux, c'est que théoriquement, ils doivent manger l'ensemble de la population et la comparer à ce qu'ils avaient dans l'histoire naturelle de la maladie. Maintenant, l'analyse statistique, elle n'est pas simple à faire. On doit attendre les résultats très prochainement. Ce qu'il faudrait, c'est que si sur la population globale, s'il y avait quand même une majorité de patients qui avaient plus de 40 mois au moment du traitement, donc si l'issue est à risque sur la population globale, peut-être resserrer un peu. Voilà, resserrer. Ouais. Alors, mieux vaut avoir une AMM dans une indication où on dit qu'il faut traiter les patients avant 30 mois que pas d'AMM du tout. Donc, moi, j'aurais tendance à avoir un biais plutôt positif sur les moins de 30 mois. Je pense qu'il y a quelque chose qui se passe sur les enfants pour lequel, au final, il n'y a pas eu suffisamment d'accumulation du substrat toxique dans le cerveau. Et là, la thérapie génique peut avoir un effet. Par contre, chez les enfants, malheureusement, qui sont plus âgés, ça semble être très compliqué de démontrer un effet. Bon, des résultats qui sont attendus très bientôt et on le voit, la biotech ne dort jamais. Vous reviendrez en parler avec nous, Frédéric. Avec plaisir, Laurent. Tout de suite dans le journal de la biotech, c'est l'interview. Et je reçois pour l'entretien dans le journal des biotech Pascal Prison, directeur général de GenFit. Bonjour Pascal. Bonjour. Alors, la dernière fois où nous nous sommes parlé, c'était à la fin de l'année dernière, c'était pour une très bonne nouvelle, l'accord stratégique entre GenFit et Ipsen. On va sans doute l'évoquer dans cet entretien, mais ce n'est pas l'actualité récente de la société. Cette actualité, c'est l'acquisition de Versantis Biotech suisse, avec plusieurs actifs en développement dans les maladies du foie, logique, je serais tenté de dire. L'actif le plus avancé, c'est VS01 dans l'ACLF, Acute on Chronic Liver Failure, ou décompensation aiguë de la cirrhose associée à des défaillances d'organes en bon français, je l'ai dit sans faire d'accro. C'est ça. Est-ce que pour commencer, justement, on peut en savoir un petit peu plus peut-être sur Versantis, les différentes indications dans lesquelles travaille la société et oui, aussi forcément un petit peu leur potentiel commercial. D'accord. Versantis, c'est donc une société biotech suisse, comme vous l'avez dit, qui est en fait une spin-off de l'ETH à Zurich. Donc l'ETH, l'École Polytechnique de Zurich, est une institution académique très prestigieuse. C'est là où Albert Einstein était professeur. C'est pas mal, comme référence. Voilà. Et donc, cette spin-off a été créée en 2015 à partir d'une technologie assez innovante, j'y reviendrai. Et donc, ils ont 3 domaines dans lesquels ils travaillent, 3 indications essentiellement. Donc, on a parlé de l'ACLF. Donc, l'ACLF, c'est une indication sur laquelle travaille également GenFit. Donc, cette décompensation de la cirrhose qui va entraîner la décompensation d'autres organes extra-hépatiques, une maladie extrêmement grave, une condition extrêmement grave, et un marché qui est estimé au niveau mondial à peu près 6 milliards de dollars par an, donc un marché quand même relativement important. Ensuite, il travaille sur une autre maladie rare du foie, là une maladie même encore plus rare, puisqu'il s'agit de l'UCD, qui est un trouble du cycle de l'urée qui touche en fait les nourrissons, et ça touche un nourrisson sur 10 000 à peu près. Mais cette maladie est très grave puisque en fait c'est suite à un dysfonctionnement d'une enzyme impliquée dans ce cycle de l'urée. En fait, le nourrisson n'est pas capable d'éliminer l'ammoniac et en fait cet ammoniac qui s'accumule peut entraîner des troubles graves puisqu'en fait la survie à 5 ans n'est que de 25%. Donc c'est très grave et Versantis développe également son produit VS01 dans cette indication pédiatrique. Et enfin, le 3e domaine dans lequel il travaille, c'est ce qui s'appelle l'HE ou l'encéphalopathie hépatique. On va apprendre tout un tas de nouvelles pathologies du foie. Là, Et donc ça, c'est une pathologie qui touche les patients cirrhotiques et en fait, le dysfonctionnement de leur foie entraîne ce trouble neuropsychiatrique. Et là, on est sur un marché qui, au niveau mondial, est de l'ordre d'à peu près 2 milliards de dollars. Donc, à chaque fois, des maladies rares, mais des marchés qui sont quand même non négligeables au niveau mondial, et surtout qui se caractérisent par un besoin médical extrêmement important, puisque dans les 3 cas dont on vient de parler, il n'y a pas ou peu d'options thérapeutiques disponibles pour les patients. Donc, qui dit maladie grave, avec très important niveau de sévérité, grosse morbimortalité et pas d'options thérapeutiques, dit fort sentiment d'urgence, évidemment, par rapport à ces patients.
Quel est le stade de développement de ces différents actifs? Alors, l'actif le plus développé, c'est VS01, qui est donc sur le point de commencer sa phase 2. Elle devrait être lancée avant la fin de l'année. Ensuite, sur VS01 en pédiatrique pour ce trouble du cycle du Luret, et pour VS02, on est plus en avance, c'est-à-dire qu'on est proche de la phase clinique, mais on n'y est pas encore. Bon. On voit bien la stratégie de Genfit de regarnir son portefeuille tout en s'affichant comme un spécialiste des maladies du foie. Qu'est-ce qui vous a convaincu finalement que Versantis était le partenaire, le candidat idéal? Alors, vous vous rappelez de la stratégie, on en avait parlé ici même, c'est vraiment de se repositionner sur les maladies rares du foie. Donc le foie, parce qu'évidemment c'est là qu'on a notre compétence, aussi bien en recherche avec tous les travaux qu'on a pu faire sur différents modèles, les organoïdes, les screenings phénotypiques, etc., etc., et également en développement, puisqu'on a acquis quand même une expérience importante de travailler avec les agences régulatories, avec les leaders d'opinion, avec les associations de patients dans ce domaine des maladies du foie. Donc on a toute cette expérience-là, et on a décidé de vraiment se focaliser là-dessus, mais en ciblant donc des maladies rares, et des maladies sur lesquelles ce besoin médical était extrêmement important. Donc, comme on le disait, pas d'option thérapeutique pour les patients et maladies graves et maladies en aigu, j'ai envie de dire, plutôt que maladies chroniques quand on peut, pour toujours ce sentiment d'urgence et la possibilité éventuellement d'avoir des parcours réglementaires qui puissent être raccourcis. Donc c'est dans cette logique qu'on a développé NTZ dans la CLF, c'est dans cette même logique qu'on a fait rentrer GNS 561 sur le cholangiocarcinome en fin d'année dernière. Et quand on a regardé Versantis, on a vu, un portefeuille qui était exactement dans ce qu'on faisait, qui venait complètement complémenter le nôtre, aussi bien au niveau du type de maladie ciblée qu'au niveau du stade de développement des différents produits, puisque maintenant, post-deal, on va se retrouver avec 6 programmes différents, tous ciblant des maladies rares du foie, allant d'une phase 3 déjà bien avancée, on parle de la PBC avec l'élafibranor, jusqu'à des programmes qui sont plutôt en préclinique, avec potentiellement, dès l'année prochaine, 3 phases 2, donc possibilité d'avoir un news flow extrêmement riche. Bon. Absolument. Comment va se passer la collaboration entre les deux groupes? Alors, Versantis, c'est une petite structure, ils sont 9, et donc la logique est vraiment d'absorber ces équipes au sein de Genfit, de garder tout le monde, puisque la logique du deal n'était pas uniquement une logique de portefeuille de produits, c'était également une logique de renforcement des équipes. C'est très difficile de trouver des gens très très pointus, notamment dans le domaine de la CLF, parce que comme c'est une indication, je dirais, sur laquelle l'industrie commence à travailler, il y a encore très peu de gens qui ont une vraie expertise dans ces domaines, et Versantis était sans conteste un des pionniers dans ce domaine-là. Donc au-delà du portefeuille de produits, il y a également un renforcement des équipes scientifiques qui va être opéré par ce deal, et donc l'idée est vraiment de travailler comme une seule entreprise. Une seule entreprise. Question qu'on se pose logiquement, est-ce que cette opération de croissance externe ciblée, j'ai bien compris, en appelle d'autres? Est-ce que aussi, et en même temps vous avez déjà un peu répondu à la question, est-ce que finalement un renforcement avec un autre acteur français, une autre biotech dans des pathologies du foie, et pourquoi pas la NASH, est envisageable? Alors, comme on le disait, nous, on a un peu tourné cette page de la NASH pour vraiment se focaliser plutôt sur ces maladies rares du foie. Et donc ça, c'est notre stratégie aujourd'hui. Donc on n'envisage pas aujourd'hui de retour vers la NASH, si ce n'est à travers le développement de notre diagnostic. Où on continue à avoir des résultats extrêmement encourageants. Après, en ce qui concerne des opérations de croissance externe, je dirais, au-delà du cash qu'on peut avoir disponible pour les faire, il faut ensuite pouvoir faire les études qui viennent avec des programmes. C'est pas le tout d'acquérir une société, il faut pouvoir après financer les différents développements. Donc là, comme on le disait, on a déjà 6 programmes, c'est déjà pas mal. Sur la planche. Et donc on n'envisage pas de
continuer dans cette voie. On a déjà beaucoup de choses sur lesquelles travailler. On va vraiment se focaliser sur l'exécution de ces programmes-là. Bon. L'autre nouvelle qui est tombée récemment, elle vient de la FDA, l'autorité de santé américaine, qui a accordé la désignation d'Orphan Drug à GNS 5611 dans le... Alors là aussi, il faut s'accrocher, le cholangiocarcinome, un cancer rare du foie. Est-ce qu'on peut là aussi faire un petit peu le point, savoir plus sur ce traitement, alors que je crois que le démarrage d'un essai clinique, vous l'avez dit, de phase 2 est prévu fin d'année, 4e trimestre à peu près. Hein. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que donc on va avoir des échanges avec les autorités réglementaires. Et donc ce programme commence là d'ici la fin de l'année. On est sur donc, un produit qui est un inhibiteur de l'autophagie, qui a un mode d'action qui semble assez prometteur en cancérologie. Il se trouve, alors on n'est pas une société d'oncologie, mais ce produit nous semblait bien correspondre à cette stratégie de nous recentrer, donc encore une fois, maladie du foie, maladie rare, maladie grave, puisque le pronostic malheureusement est quand même en général assez sombre sur des cholangiocarcinomes. Et là encore, très peu d'options thérapeutiques, pas ou peu, on va dire. Et donc, c'est un produit sur lequel il y a eu une phase 1B qui a été faite. On pense à la fois que les résultats sont encourageants et que l'approche est assez innovante. Ces inhibiteurs de l'autophagie, c'est quelque chose qui est un peu... j'ai envie de dire, un peu dans l'air du temps. Donc voilà, on a eu cette opportunité, on a décidé de travailler avec Genosciences pour développer ce produit. J'en parlais en intro, on va y revenir. Il y a eu ce partenariat avec Ipsen. Est-ce que, il y a des choses à dire? Est-ce que vous pouvez nous faire un point d'étape 9 mois plus tard? Moi, je me posais d'ailleurs la question, est-ce qu'ils sont même intégrés à la stratégie du groupe en matière d'acquisition? Est-ce qu'ils ont dit, tiens, Versantis, c'est une bonne idée, c'est pas une bonne idée, on est avec vous? Enfin, comment ça se passe au bout de 9 mois, le deal avec Ipsen? Alors, le deal avec Ipsen, c'est un deal qui concerne la Fibranor. Oui. Je dirais la collaboration se passe parfaitement bien. Sur le développement du produit, ils sont évidemment complètement alignés, intégrés, on travaille ensemble, on leur passe de plus en plus le bâton sur un certain nombre de sujets. Et je dirais, il n'y a pas de nuage sur cette collaboration. Et on a confirmé qu'on attend ce qu'on appelle les high-level results, donc les premiers résultats sur cette étude de phase 3. En Q2 l'année prochaine, donc ça commence à arriver. Et si ces résultats sont, comme on l'espère, très fort positifs, on devrait être sur un dépôt de dossier à la FDA dès l'année prochaine. Donc c'est quand même encourageant. Après, je dirais, c'est un actionnaire important pour nous, Ipsen, mais bon, ils ont 8%, donc ils ne sont pas intégrés à la stratégie, si vous voulez. C'est plutôt a posteriori, une fois que le deal est fait, que évidemment on a pu avoir leur feedback et ils sont également présents au board et ils ont été tout à fait supportifs du deal. Et je rappelle que dans notre deal avec Ipsen, on leur a également donné la primeur en cas de développement qui fonctionne pour discuter d'un partenariat éventuel en commercialisation. Donc ils sont effectivement tout à fait intéressés à voir notre portefeuille s'enrichir parce que potentiellement pour eux ça peut être de nouveaux produits qui un jour viendront enrichir leur portefeuille. Et comme on travaille nous dans les maladies rares du foie et qu'Ipsen veut affirmer son leadership dans les maladies rares, ça peut être à terme intéressant pour eux. Là aussi, belle complémentarité, belle synergie. Est-ce qu'on se fait l'agenda? Allez, express de GenFit pour les mois à venir. Qu'est-ce qui va se passer, même si on a déjà abordé quelques rendez-vous au cours de cet entretien? Alors, notre agenda à très court terme, on va faire un certain nombre de ce qu'on appelle des pipeline days, donc pour présenter maintenant l'ensemble de ces programmes, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup plus de choses. Il va falloir... Voilà, donc on va en faire un en France, on va en faire un à New York. Pour montrer aux investisseurs à la fois le potentiel de ces programmes et un peu quoi attendre en termes de timeline, etc. On va lancer un certain nombre de programmes. Donc le premier, ce sera cette phase 2 dans la CLF avec VES-01 qui commencera avant la fin de l'année. Les interactions réglementaires en vue du lancement des programmes de phase 2
à la fois de GNS 561 dans le cholangiocarcinome et de NTZ dans la CLF. Et puis, en fait, très vite va arriver donc, ces résultats de PBC dans le, des lèvres dans la PBC. Oui. Donc voilà, donc ça va s'enchaîner assez rapidement. Bon, ben voilà, un news flow incroyable, hein, et puis l'occasion de revenir sur le plateau du Journal des Biotech. Absolument, merci beaucoup. Merci Pascal. Pascal Prigent, directeur général de GenFit, le Journal des Biotech. C'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve dans 2 semaines pour un nouveau numéro.